Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après les fêtes de Noël, avant justement la reprise de la Liga. Ça y est, je pense que la hype commence un petit peu à se tasser. On commence à réaliser un petit peu ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde. On se retrouve à la veille de la reprise de la Liga ce 28 décembre pour analyser un reportage, un documentaire, le documentaire tant attendu par tous les fans du Barça, qui est sorti récemment, donc du coup ce 28 décembre sur la plateforme Amazon Prime Video. Celui-là, honnêtement, on l'attendait tous. Ça faisait un petit moment qu'on savait qu'il allait sortir ce mercredi. Il y a près de 2 mois de ça, on avait fait du coup une analyse d'un reportage de documentaire sur la victoire de l'Argentine lors de la Copa América 2021, sorti sur Netflix Argentine, pas Netflix France, qui s'appelle Sean Eternos. C'était un reportage franchement incroyable. Incroyable les frères, que je vous recommande encore une fois d'aller voir urgemment si ça n'a pas été encore fait. Encore plus maintenant que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde cette fois. Donc vraiment, je vous invite à aller le voir. Si ce n'est pas encore fait, venez me voir sur Instagram. J'ai déjà envoyé le lien à, je crois, plus de 200 personnes. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de l'envoyer à autant de personnes que possible pour vraiment que tout le monde puisse le voir. Il est en anglais par contre, sous-titré anglais. La vidéo de mon analyse du reportage est toujours disponible sur YouTube. Je vous invite évidemment à aller le voir. Vous comprendrez facilement pourquoi je vous conseille énormément d'aller voir ce reportage qui est vraiment une tuerie. Et donc, pour cette fin d'année 2022, la plateforme Amazon Prime refait un vidéo, c'est ce genre de reportage au cœur des équipes, comme ils en avaient fait un très bon sur Tottenham, rappelez-vous, il y a quelques années de ça avec Mourinho. Ça a été vraiment très drôle à voir. Là, ils refont un reportage sur le Barça. Du coup, inconsciemment, on misait pas mal sur ce reportage fait par Amazon Prime. On savait à l'avance qu'il allait parler de la période la plus compliquée de l'histoire du club, clairement, à savoir entre janvier 2020 et le licenciement de monsieur Ernesto Valverde jusqu'à du coup l'été dernier, l'été 2022 et le renouveau du Barça. Donc un laps de temps de 2 ans et demi entre janvier 2020 et l'été 2022, d'où le titre qui est assez évocateur, à savoir FC Barcelone, une nouvelle ère. Pendant ce laps de temps, évidemment, on a connu la pire période de l'histoire du FC Barcelone. Donc forcément, on voulait quand même voir le reportage, mais on savait déjà à l'avance qu'on allait voir des images qui allaient nous déchirer le cœur. Mais bon, c'est ça, être fan du Barça depuis des années, c'est être un petit peu sadomaso. On aime le club, on est amoureux du Barça, ce que vous voulez, mais on sait que ça revient à souffrir et à en redemander encore et encore de la souffrance parce que voilà, on aime le Barça, à chaque fois c'est la même chose. Mais on voulait savoir et surtout découvrir des choses qu'on ne savait pas et découvrir les choses plus en profondeur. On voulait évidemment découvrir les coulisses de plusieurs événements qui ont eu lieu, qui ont été souvent, je pense, mis sous silence par le club, par les médias, comme un petit peu le bureau fax par exemple, comme les relations un petit peu compliquées entre Quique Setién et Messi, ou encore entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Alors est-ce que du coup on a une réponse? Justement, la vidéo, je la fais pour ça. Alors déjà, il faut savoir que la mini-série est faite donc de 5 épisodes d'une 30aine de minutes chacun. Donc ça sera, franchement, ça se regarde assez rapidement. Moi, j'ai commencé le matin, hier matin, et j'ai fini du coup vers midi, donc c'est assez rapide. Alors déjà, il faut se mettre un petit peu à la place des dirigeants, parce qu'on sait que le Barça forcément a travaillé avec Amazon pour choisir un petit peu ce qui allait être dévoilé ou pas. C'est un petit peu le problème qu'on a eu, rappelez-vous, après la saison 2019 du Barça. Je ne sais plus quelle plateforme avait dévoilé un petit peu les images du Barça à travers l'épopée en Ligue des Champions. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que quand on a perdu face à Liverpool, les images ont été dévoilées. Et c'est des images qui font tellement mal encore aujourd'hui que les joueurs et le club et les fans et tout ce qui vont avec, tout le monde se traîne ces images-là jusqu'aujourd'hui comme un boulet. On se rappelle évidemment des larmes de Jordi Alba à la mi-temps face à Liverpool, ou encore d'autres images qui font encore du mal au club aujourd'hui. Donc forcément, quand vous faites un documentaire comme ça, il y a des choses que vous dévoilez ou pas. Et là, en l'occurrence, ça correspond du coup à la pire période de l'histoire du club. C'est important, quand vous regardez le documentaire, c'est important de s'en rappeler à chaque fois. Parce que malheureusement, on voit du coup, en regardant le documentaire, on sait quelles parties du documentaire, quelles périodes ont été camouflées, mises sous silence ou encore révélées. On le sait, on le devine du coup. C'est important de comprendre comment la vidéo a été montée. Et ça, on le comprend tout de suite dans le montage de la vidéo parce que bizarrement, le reportage, la mini-série commence tout de suite.
dès le début de la vidéo et du reportage, avec le jour de l'arrivée de Xavi, le 7 novembre 2021, le discours avec Xavi et la porta dans les vestiaires, comme par hasard. Et comme par hasard, encore une fois, le discours de Xavi se termine et tout de suite, ils enchaînent avec le discours de Quique Setién, comme s'ils voulaient faire un espèce de comparaison entre les 10 discours. Et ça, c'est pas un hasard, hein, parce qu'honnêtement, hein, allez voir, je vous en supplie, allez voir le discours de Quique Setién. Si c'est pas encore fait, vraiment, vous allez rigoler parce que c'est vraiment très malaisant. Donc là, clairement, je soupçonne le club ou Amazon Prime d'avoir fait exprès de mettre comme ça en lumière le discours de Xavi, suivi ensuite, juste après, vraiment juste après, celui de Quique Setién pour un petit peu faire un comparatif, mettre un contraste énorme entre les deux discours, parce que tu ne peux pas faire plus grave. Honnêtement, c'est compliqué de faire plus grave que ça. Je vais faire mon maximum, encore une fois, pour ne pas vous spoiler et pour vous donner envie d'aller voir ce documentaire-là. Mais là, ce que Quique Setién dit, honnêtement, ça fait de la peine. On a clairement un entraîneur qui vient et admet tout de suite, le premier jour de son arrivée, qu'il n'a pas les épaules pour ce club-là, qu'il n'a rien à faire ici. Il admet clairement que là, 48 heures avant ça, il était en train de brouter de l'herbe avec ses vaches et que là, il arrive dans le vestiaire et qu'il n'a pas forcément les clés du camion, qu'il n'a pas l'autorité et la stature, la crédibilité, la légitimité de coacher des joueurs comme ça, des grands joueurs comme ça, hein, clairement par rapport à ce que lui, il est. Et honnêtement, vous allez voir le visage de Bartomeu à ce moment-là, qui est juste à côté de Setién, c'est révélateur. Là, on comprend tout de suite là que Bartomeu, il est un petit peu lui aussi gêné, clairement. Au moins, on pourrait dire qu'il est honnête, Setién, parce qu'il dit clairement que ça va être dur pour lui. Il le dit aux joueurs que lui, parce que voilà, avant-hier, il était avec ses vaches, et là, il arrive du coup au Camp Nou, et il dit clairement à ses joueurs que ça va être dur pour lui. Il est honnête. Est-ce que pour autant, c'est un bon choix ? Honnêtement, c'est compliqué. Et on se rappelle évidemment des mots de Bartomeu près d'un an et demi plus tard, quand il avait dit que Quique Setién n'avait pas fait du bon travail au Barça. Je pense que lui aussi a été surpris un petit peu de voir comment Setién s'écrasait par rapport à ses joueurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Amazon prend le temps de mettre en évidence quand Xavi a été contacté la première fois après le licenciement de Valverde. Je pense que justement, c'est pour amener ensuite le fait que oui, il a eu un problème de timing à ce moment-là. Et on comprend, hein, c'est bien parce que on comprend dans le football à quel point le timing c'est important. À quel point, du coup, l'offre et la demande doivent arriver au meilleur moment. Donc pour ceux qui en voulaient à Xavi à l'époque de ne pas avoir voulu reprendre le Barça en 2020, là je pense que le reportage fait un petit peu office de raison. On comprend pourquoi il n'est pas venu à l'époque. Moi je pense à sa place que j'aurais fait la même chose. Ça parle de timing. Bon, on se doute évidemment que le timing correspond à la présence de Bartomeu à ce moment-là. Et finalement, le reportage passe très vite du mois de mars 2020 au fameux match face au Bayern Munich, le 8-2. J'aurais bien aimé que Amazon montre un petit peu comment les rapports entre Setién et Messi se sont dégradés. Et là, je pense que ça a été fait exprès pour ne pas blesser Messi, pour ne pas divulguer des choses qui auraient déplu. Je pense qu'Amazon a fait en sorte de ne pas dévoiler ces choses-là. De même qu'ils font exprès, je pense, de ne pas vraiment montrer les coulisses du 8-2 et dans les vestiaires comment ça s'est passé. Bon, ça, en l'occurrence, honnêtement, ne pas voir ça, ça fait du bien. Mais c'est clairement l'épisode 1 qui est le plus riche en termes d'informations, de choses qui ont vraiment été à voir au cœur du vestiaire. Là, justement, après le 8-2, on voit l'arrivée de Koeman. Parce que déjà, on voit à quel point Koeman est une légende XXL du club. On voit pas mal d'images d'archives de son arrivée, de son passage au club quand il était joueur. C'est vraiment une séquence qui est très belle, je trouve. Elle est très bien mise en évidence par Amazon, d'autant plus qu'elle arrive juste avant le burofax de Messi. On voit Koeman y arriver et honnêtement, ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir que Koeman, quand il est arrivé, il a vraiment voulu prendre un petit peu les rênes du projet sportif du club. Vraiment, il était décidé, il avait vraiment pas mal d'idées. Il arrivait avec pas mal d'intentions, avec les joueurs, le staff et comment construire une équipe et un renouveau tout en gardant Messi. Il dit clairement qu'il est prêt à faire pas mal de changements dans l'équipe. Hein. Il est vraiment, on sent le mec, hein, un commandant, un capitaine, vraiment capitaine d'un navire, qui est prêt à faire de gros changements. Vraiment, je pense que c'est une scène qu'il faut aller voir parce qu'on sent un Koeman qui est rempli de bonne volonté. Il y a une scène qui est, je pense, la scène clé du coup du passage de Koeman. C'est une scène où il y a un déjeuner avec du coup Bartomeu. Dans cette scène, on voit Koeman et Bartomeu déjeuner ensemble avec les dirigeants du club, dont Ramon Planes à l'époque. Et là, Koeman, il est déterminé, il dit clairement qu'il veut faire de gros changements dans l'effectif, qu'il y en a plusieurs à faire, que plusieurs joueurs doivent absolument partir, que tout le monde est concerné, sauf un seul, intouchable, à savoir
Lionel Messi, évidemment, mais c'est précisément le seul joueur qui veut partir du Barça. Et là, honnêtement, j'ai été très agréablement surpris par Koeman, qui dit que justement, si Messi veut partir, alors il faut respecter sa décision et le laisser partir. Parce que lui considère du coup que chaque joueur qui croit en son projet doit rester. Mais si tu n'y crois pas, il faut que tu partes, ce qui est logique, hein. Mais là, quand même, ça concernait Messi. À l'époque, moi, j'étais comme lui. Du coup, on revoit un petit peu les images de Messi qui finalement reste au Barça, mais on voit aucune image du burofax. Ça, c'est très malin. On ne voit aucune image du burofax, que ce soit l'interview, que ce soit le papier du burofax. On ne voit rien de tout ça. Donc là, vous comprenez un petit peu comment c'est fait de manière subtile, comment ça a été monté un petit peu subtilement. Par contre, on voit le départ de Luis Suarez, on voit que c'est un départ très triste avec Bartomeu, et le départ de Suarez qui n'était pas voulu à la base par Koeman, mais ça a été forcé par Bartomeu. On voit que Bartomeu essaye d'enclencher une nouvelle ère, comme le titre du reportage l'indique, mais ça va être un flop, parce que lui va partir. Et là aussi, on voit pas forcément les images du départ de Bartomeu, la honte et comment cette espèce de mois d'octobre 2020 a été cauchemardesque pour vraiment l'image du club, ça a été dramatique. Mais tout ça, le reportage le camoufle assez bien, je trouve. Comme si Laporta faisait son maximum pour ne pas jeter la pierre et cracher sur Bartomeu. Et donc ça amorce une nouvelle ère, enfin, du moins une tentative de la part du club à l'époque, hein, qui est montrée et symbolisée dans le documentaire par le départ de Luis Suarez et son remplaçant, à l'époque successeur, plus ou moins explicite, à savoir Ansu Fati, et son début de saison incroyable. Rappelez-vous, il était sur une lancée fulgurante, et là on voit qu'un petit peu qu'il est amené à du coup succéder à Luis Suarez en attaque, et c'est ce qu'il fait très bien jusqu'à sa blessure. Mais avant ça, il parle de sa blessure qu'il a eue à 13 ans au tibia, et honnêtement, ça fait de la peine quand même pour Ansu Fati. Le documentaire, il y a un beau focus sur lui, je trouve, sur Ansu Fati, parce que voilà, c'est un joueur qui va être clé dans le documentaire et pour l'avenir du Barça. Et là, on voit qu'il est mis en évidence avec justement l'épisode sur son numéro 10 et sa blessure aussi. Il fait de la peine, mais tu sens que justement le club mise énormément sur lui. On a cette scène incroyable avec Alemany qui lui parle et qui lui met clairement une pression en lui disant: écoute, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux jouer au Barça? Est-ce que tu veux prolonger? Il lui met vraiment une pression, hein. Et là, je me suis dit quand même, je pense que le vrai boss, hein, au Barça, c'est vraiment le directeur sportif, hein. C'est pas vraiment Laporta, mais au quotidien, je pense vraiment que c'est Alemany. Tu sens vraiment dans le documentaire que le vrai boss, celui qui gère l'équipe au quotidien, bah c'est lui. Malheureusement, le Barça réalise son pire début de saison depuis 1991-92. S'ensuit la démission de Bartomeu, qui, comme je disais, est très succinctement évoqué. Heureusement, le documentaire passe très vite vers la finale de la Copa en avril 2021. Je pense que c'est clairement le moment le plus heureux de tout le documentaire, hein. De voir les émotions de la finale, comment elle a été fêtée par les joueurs, par le président, par les dirigeants et les fans. Il y a absolument tout dedans, hein. Il y a le match, le jeu du Barça, le jeu à l'époque, la célébration avec les joueurs qui se prennent en photo avec Messi. C'est Jordi Alba du coup dans la vidéo qui affirme, qui déclare, qui avoue que la Copa a été énormément fêtée, alors que c'est juste une Coupe du Roi, hein, mais qu'ils ont énormément fêté ce trophée-là. Et je rappelle que c'est le dernier trophée du Barça en date. Entre-temps, le Barça est passé de 17 points de retard en Liga à 1 point, juste à 1 point, à la fin avril, juste avant les chocs, où le Barça a l'occasion de reprendre la tête, mais perd à domicile face à Grenade. S'ensuit ensuite un match nul fatal face à l'Atlético Madrid au Camp Nou en plus. Et du coup, le premier épisode archi riche se termine comme ça. Ensuite, le deuxième épisode, il est consacré pour la moitié de l'épisode au départ de Lionel Messi. Je pense que c'est la partie la plus triste de tout le reportage de loin, honnêtement. Et je pense que c'est peut-être la partie la mieux filmée, la mieux visionnée, la mieux montée par Amazon, parce que je pense qu'il y a pas mal d'images qu'on n'avait pas vues. Là, on voit vraiment les sentiments de Messi, comment il était avant de venir, du coup, en conférence de presse, quand il arrivait au stade. Et quand il est reparti, on voit Puyol lui parler, on voit pas mal de joueurs aussi venir le congratuler et le saluer, lui faire un gros câlin avant son départ. Et là, honnêtement, il y a pas mal d'images qu'on n'avait jamais vues, qui honnêtement ont été très très bien tournées, que malgré le fait que ça me déchire le cœur de voir ces images-là, c'est Messi quoi. Ensuite survient le début de saison dramatique du Barça. Clairement, sans Messi, ça a été une dinguerie. Jusqu'au licenciement de Ronald Koeman en octobre 2021. Avec ce match-là, ils en parlent en plus, ce match-là qui nous a traumatisés, je pense, tous, à savoir le 3 partout
entre le Celta Vigo et le Barça, où le Barça menait 3-0. Ce match-là est mis en valeur dans le documentaire, qui survient juste après le licenciement de Koeman. Mais encore une fois, Koeman, son licenciement, il est vraiment très minimisé. Donc je pense vraiment que Laporta fait son maximum pour ne pas cracher et ternir encore plus l'image de Koeman, alors qu'on sait que le rapport à la fin était catastrophique. Ensuite, troisième épisode, mon préféré de loin, parce que justement c'est l'arrivée de Xavi au club, et quand les joueurs parlent de Xavi et de ce que Xavi leur apporte au quotidien, on voit les séquences à l'entraînement, on se rend compte de l'enthousiasme que Xavi a ramené avec lui dès qu'il est arrivé. Et moi j'ai encore des regrets, parce que je me dis que s'il avait été ramené un mois plus tôt à la trêve d'octobre et pas celle de novembre, je pense que le Barça aurait eu plus de chances de battre Benfica. Mais malheureusement, on assiste au début difficile de Xavi à la tête du Barça avec du coup le match nul face à Benfica, la défaite face au Bayern Munich qui condamne le Barça à jouer en Europa League ensuite. Et là du coup entre en scène la mise en valeur du travail de monsieur Joan Laporta. J'ai oublié d'en parler, mais déjà ça avait été le cas l'été précédent avec l'arrivée de Memphis Depay, Eric Garcia, Luc de Jong et j'en passe. Et là encore plus à l'hiver 2021-2022 avec les recrues que sont Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres et Dani Alves qui va être, je pense, un des symboles du recrutement de Laporta. Alves, ça va être un espèce de lien entre les joueurs, l'ancienne génération et la nouvelle ère. Ça va être le joueur qui va lancer la nouvelle ère alors que c'est le plus ancien. Ça va être lui qui va montrer la voie avec ce qu'il a vécu, son expérience. Parce que Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang, c'est bien beau, mais le leader psychologique de l'équipe, le déclic psychologique d'abord après Xavi, ça va être monsieur Dani Alves. Xavi, quand il arrive, on le sent dans le documentaire, il en parle très bien. Il est là pour aider l'équipe, faire en sorte de remettre ses joueurs en confiance. Ce qui est bien dans le documentaire, c'est qu'on parle beaucoup de psychologie, de mentalité et comment faire en sorte que l'équipe, avec la qualité qu'elle a, comment jouer au maximum. Comment mettre en lumière les qualités des joueurs. Et ça, on voit que ça passe psychologiquement par un déclic. Et Xavi est là pour ça. Xavi, il est là pour instaurer un confort mental à ces joueurs-là, qui ne jouent plus avec cette espèce de devoir de réparer ce qui s'est passé depuis le 8-2 et tout ce qui s'est passé avant. Xavi, il est là pour vraiment aider ces joueurs-là psychologiquement d'abord et ensuite, footballistiquement parlant, à travers le travail quotidien à l'entraînement et en match. Mais d'abord, ici. Et Alves en parle très bien, très bien, en évoquant la différence majeure qu'on voit dans tous les sports, à savoir deux approches mentales qui sont complètement différentes, à savoir l'envie de gagner et la peur de perdre. La différence entre les deux, elle est colossale et il explique très bien comment avant un match, avoir l'un des deux sentiments, ça va influencer dans les performances de l'équipe. Je répète, la différence entre la peur de perdre, qui est complètement néfaste, et l'envie de gagner, c'est vraiment deux sentiments qui sont complètement opposés. On a aussi la mise en valeur du match qui va être un tournant dans la saison dernière, à savoir ce match-là au Camp Nou face au Colchonero de Simeone. Et logiquement, puisque Xavi est là maintenant, on peut parler tactique. Ça va être, je pense, la séquence la plus tactique de tout le reportage dans le troisième épisode où Xavi parle des 4 P, à savoir la position, la possession, la pression et la perception du jeu. Les 4 P de Xavi qui sont les lois fondamentales dans son jeu du Barça aujourd'hui. C'est vraiment la séquence tactique la plus poussée, la plus développée dans le reportage. Je pense que vous allez aimer ça, ceux qui aiment parler tactique. D'ailleurs, je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'il aime autant Monsieur Busquets. Parce que Busquets connaît ces principes-là de jeu mieux que personne. Je pense que c'est pour ça qu'il aime autant Busquets jusqu'aujourd'hui. J'étais content de voir aussi que Xavi demande à Pedri de frapper plus au but. Et que plus tard, en plus dans la vidéo, dans le 4e épisode, il demande aussi à Frenkie de Jong de frapper plus au but. Je me suis dit, mais là, en fait, on se coltine un milieu de terrain avec Pedri et Frenkie de Jong, 2 joueurs, et plus Busquets, en plus qui ne frappe jamais. Et lui, Xavi, il en a la conscience. Donc, honnêtement, ça fait du mal. Donc, comme je disais, le 4e épisode fait un focus sur Frenkie de Jong. Xavi dit à quel point il a des qualités énormes que lui-même n'avait même pas quand il était joueur, mais qu'il doit, comme je vous ai dit, faire des gros progrès dans la zone de vérité, à savoir la surface de réparation, qui doit frapper plus que ça, et que Frenkie le sait très bien. Mais le 4e épisode, c'est évidemment celui qui met en valeur le Classico 2022. Et si on a passé une année assez satisfaisante, quand même, c'est grâce à ce match-là en partie. Alors encore une fois, je ne vais pas vous spoiler ce Classico, ce moment-là, mais Xavi dit un truc super important sur comment gagner à Madrid, en contrôlant le match. Il dit que c'est la seule façon de gagner ce match-là, en jouant en équipe. Il dit que si par contre l'équipe perd le contrôle du match
et que le match soit un petit peu décousu, hein, se déroule avec une attaque-défense, avec un Barça qui attaque, puis un Real qui attaque, et un match un petit peu décousu dans ce football où la balle va d'un but à l'autre, où chaque équipe se rend coup pour coup, bah ce jeu-là, forcément, le Real Madrid est largement supérieur au Barça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit du coup le speech d'avant-match, le matin même, je crois, où on voit du coup le discours de Xavi aux joueurs, et il est complètement calme. C'est aussi du coup un moment où ça parle de psychologie, comment le Barça a abordé ce match-là. Le contexte d'avant-match, le contexte de confiance des joueurs du Barça avant ce match-là. Et là, on voit qu'ils avaient à aucun moment peur de perdre ce match-là parce qu'ils avaient juste envie d'aller le jouer pour le gagner. Et limite, ils savaient déjà à l'avance qu'ils allaient gagner. Je vous invite vraiment à aller voir ce passage-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Et rebelote ensuite, après un moment qui a été franchement plaisant, du coup, survient le moment fatidique hein, face à Francfort avec la défaite à domicile et l'élimination en Ligue Europa. Là, ce qui est bien, c'est que justement les joueurs et le coach réalisent que après ce match-là, ça a été un tournant et que la saison n'a pas été, les joueurs n'ont plus été les mêmes après ce match-là. Ils ont été marqués. Encore une fois, la dimension psychologique et mentale est évoquée. On voit qu'après ce match-là, ils ont été complètement détruits. Et pour finir le 5e et dernier épisode, hein, voilà, ça parle un petit peu de la saison actuelle. Ça parle d'abord de la pré-saison et l'arrivée de Lewandowski entre autres, et de Rafinha et tous les joueurs qui du coup sont amenés à faire en sorte que l'équipe du coup cette saison gagne absolument la Liga. Et ça c'est dit dans le documentaire que vraiment l'objectif de la saison c'est la Liga. Avec l'équipe qu'on a, débute une nouvelle ère qui doit être assumée par tout le monde. Et l'épisode pose les bases et annonce la couleur pour la saison actuelle qui va être forcément fatidique pour la suite du projet du Barça, de Laporta et de Xavi. Donc voilà pour l'analyse brute du reportage. Moi, si je devais faire un verdict pour ces 5 épisodes-là, je dirais qu'on n'a pas eu de grandes révélations. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. J'étais un petit peu déçu de voir qu'on n'a pas appris grand-chose. Forcément, nous, on aime un petit peu les révélations choc. Hein. On est toujours à l'affût de ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais Charel, t'es marrant. Le documentaire, il s'appelle FC Barcelone, une nouvelle ère. C'est vrai. C'est vrai, du coup, que ça amorce un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Ou plutôt de montrer d'où on vient, parce qu'on était vraiment très loin, et comment cette nouvelle ère va démarrer progressivement. Mais justement, si tu veux mettre un petit peu un vrai contraste entre ce qui s'est passé avant et la suite, bah ça aurait été cool, je pense, de tout révéler. Ça aurait été bien de montrer à quel point c'était complètement le néant total, à quel point c'était dramatique et où on en est aujourd'hui, pour montrer justement le travail progressif et les efforts incroyables de Monsieur Laporta et de Xavi. Comme je disais, je pense que le club a fait le maximum pour ne pas créer d'autres polémiques avec Bartomeu, avec Koeman et encore moins avec Messi. Mais voilà, c'est un peu regrettable parce que justement, ça manque d'émotion. Ce reportage manque d'émotion. Je parlais du reportage sur l'Argentine. On avait été servi comme pas possible. Il m'avait vraiment marqué. Là, j'étais un petit peu déçu parce qu'en termes d'émotion, je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Ça a été le cas sur des petites séquences comme celle sur Messi. Mais honnêtement, on a été tellement, nous, traumatisés par tout ce qui s'est passé avec Laporta, avec Xavi. On a tellement été bercés et enjaillés par ce qui s'est passé lors de la Copa 2021, que là j'aurais bien aimé que justement ils appuient un petit peu plus là-dessus sur les émotions, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça reste intéressant hein, parce que c'est typiquement le genre de reportage hein, qu'on va ressortir dans 5 ans, 6 ans j'espère, en se disant regarde où on en était avant, regarde où on en était avant et regarde où on en est aujourd'hui. Mais bon, là je parle, mais encore faut-il évidemment que dans 5 ans ça aille mieux. Beaucoup mieux que ça même. Si je devais retenir un ou deux épisodes, je dirais le 3 et le 4 parce que c'est vraiment là qu'on prend conscience de ce que Xavi fait, de comment il travaille, un petit peu sa relation avec les joueurs, comment vraiment il dicte un petit peu ses petites règles, ses lois, comment il instaure un petit peu ses jeux, cette confiance, cette complicité avec ses joueurs. Ça, j'ai vraiment kiffé. Comment c'est un leader qui fait passer ses règles par le jeu, par des petits paris avec ses joueurs. Ça, c'est kiffant à voir. Et honnêtement, ça m'a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut vraiment faire confiance en notre coach actuel, M. Xavi Hernandez. Réponse dès ce week-end pour la reprise de la Liga avec le derby catalan. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Et pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime, venez me voir sur Instagram. Hein, je vous passerai un lien, encore une fois, comme pour le documentaire sur l'Argentine, où vous pourrez voir le documentaire. Par contre, ce sera sous-titré en anglais, encore une fois. Donc voilà les frères, on se retrouve dès demain pour le retour du Barça et de la Liga. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.